Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la quatrième session. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de ressources. L'état de ressources fait référence à un état dans lequel nous avons de la force et de l'énergie. Ces ressources peuvent inclure des facteurs physiques, mentaux, émotionnels et sociaux, tels que les réseaux sociaux, mais aussi l'énergie, la motivation et la confiance en soi. L'état de ressources peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que la santé physique et mentale, le niveau de stress, les expériences passées, les croyances et les attitudes. Concernant l'état de ressources, vous avez posé quelques questions au tout début et je vais vous les citer. Alors, comment ressentir la paix intérieure? Comment croire en soi? Comment être confiant dans ses propres forces et ses capacités? Comment éviter de se précipiter? Ne pas se dépêcher d'agir face à une sollicitation venue d'extérieur? Comment ne pas gaspiller son énergie? Ou trouver un environnement de qualité, c'est-à-dire un cercle d'amis qui nous ressource. Cela concerne également les ressources que nous avons ou que nous n'avons pas pour le moment, telles que les ressources matérielles, par exemple. Voici tous les points importants dont nous allons parler aujourd'hui. L'état de ressources est primordial, car sans énergie, la pratique magique ne peut pas se passer avec succès. Nous avons parlé de la gestion de l'attention lors de notre première session. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Ensuite, nous avons également parlé de la détente. Et une fois que nous nous sommes détendus, il faut entrer dans cet état de ressources, s'y installer, parce qu'un état détendu n'est pas égal à un état de ressources. Chacun a ses propres méthodes pour cela. En général, lorsque vous vous êtes suffisamment reposé, bien dormi et détendu, l'état de ressources peut venir naturellement. Parfois même, on s'est trop détendu et dans ce cas-là, la paresse prend le dessus. Vous savez, lorsqu'on n'a même pas envie d'aller faire les courses ou de réfléchir à quoi que ce soit de sérieux, il n'y a rien de mal dans ces états. Mais si on a besoin de créer, de manifester, il faut alors se pousser un peu vers un état de concentration, c'est-à-dire se rassembler un peu afin d'entrer dans cet état de ressources. Parce que l'état indispensable à l'activité magique implique à la fois la détente et la concentration. Ces deux-là ensemble vous donnent un état de ressources. Idéalement, l'état de ressources devrait venir naturellement. Sinon, si ce n'est pas le cas, cet état risque d'être accompagné de tensions et d'un élément de contrôle inutile. Mais en plus du fait que cet état peut venir naturellement, nous pouvons également entreprendre certaines actions pour entrer dans cet état. Il s'agit d'une série d'actions que nous effectuons régulièrement. Encore une fois, il y a ici question d'habitude. Des actions qui créent un environnement propice autour de nous, où notre corps et notre psyché s'habituent à se sentir dans un état de ressources. Une fois que l'habitude est prise, toute variation de votre état normal attire votre attention, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens, puisque un état trop euphorique, ce n'est pas non plus ce que nous cherchons. C'est la même chose qu'avec la relaxation. Une fois que c'est devenu une habitude, toute tension est remarquée immédiatement. Par exemple, lorsqu'une personne s'habitue à se réveiller de bonne humeur, remplie de force tous les matins, et qu'un matin, elle ne peut pas ouvrir les yeux et a envie de rester au lit, elle le remarquera forcément. Elle se posera alors la question du pourquoi et du comment revenir à son état normal. Nous devons donc passer le plus de temps possible dans un état de ressources et dans un état détendu.
Et également remarquer si nous avons, pour une raison quelconque, chuté de cet état vers un état d'apathie, de tension, de stress, etc. En réalité, tous les moyens sont bons pour se maintenir dans un état de ressources. Mais je voulais parler du corps, du cercle de connaissances et de l'espace. Pour moi, ce sont les trois facteurs les plus importants qui influencent mon état de ressources. Donc, je vous parlerai de ces trois points d'un point de vue de l'expert, car j'ai beaucoup étudié ces trois facteurs. Je vous invite à écrire un commentaire à la première session, vos moyens pour entrer dans un état de ressources. Nous pourrons en parler lors de la prochaine session. Le premier et le plus important élément qui doit être dans un état de ressources, c'est le corps physique. Dans un corps sain, il y a un esprit sain. La santé physique est essentielle pour maintenir une santé mentale et émotionnelle équilibrée. C'est très important. Nous pouvons ignorer les besoins de notre corps pendant un certain temps, mais seulement jusqu'à ce qu'il ait encore des réserves. En général, vers la quarantaine, chez certaines personnes plus tôt, chez d'autres plus tard, cette ressource commence à s'épuiser. Et on commence clairement à ressentir qu'il faut faire quelque chose pour que le corps physique se sente mieux. En ce qui me concerne, le processus allait dans l'autre sens. C'est-à-dire que je suis née avec des problèmes de santé, j'étais faible et je n'avais pas beaucoup d'énergie. Pour la première fois, j'ai commencé à prendre soin de ma santé sérieusement, c'était à l'âge de 9 à 14 ans, lorsque j'ai commencé à participer à des compétitions de voltige équestre. Et je voulais à tout prix les gagner tous. J'avais compris que ma forme physique en est pour beaucoup et j'ai voulu améliorer en pleine conscience mes capacités physiques. La deuxième fois que j'ai commencé à prendre soin de ma santé, de manière consciente, je parle, c'était à l'âge de 27 ans. Les deux fois, j'ai été très surprise de la façon dont je pouvais me sentir bien. Je n'avais absolument pas l'habitude d'avoir autant d'énergie. D'ailleurs, les matérialisations les plus incroyables et les plus rapides se sont passées exactement dans ces deux périodes de ma vie. Lorsque j'ai commencé à prendre soin de ma santé, j'ai découvert que je me nourrissais mal, que j'avais un mauvais rythme de sommeil, que ma posture n'était pas correcte, etc. Et c'est alors qu'à 27 ans, j'ai commencé à m'occuper de mon alimentation pour la première fois. J'ai été surprise de constater à quel point les habitudes que j'avais prises dans la maison de mes parents, par exemple de manger une petite brioche sucrée ou du pain avec de la confiture pour le petit déjeuner, étaient incorrectes pour moi. J'avais envie de me recoucher après un tel petit déjeuner. Mon énergie d'après le petit déjeuner était dédiée à combattre le sommeil, au lieu de la dédier à la création de quoi que ce soit. Mais quand j'ai commencé à manger de la viande avec du taboulé d'herbes vertes au petit déjeuner, je n'avais plus le sommeil. J'avais plutôt envie de bouger, de créer, d'agir. Et quand j'ai complètement éliminé le gluten de mon alimentation, j'ai eu tellement d'énergie. C'est à cette période de ma vie que mon masterclass Réveil est né. Ça arrive souvent que la tradition familiale ne corresponde pas à ce dont vous avez besoin. Il est très important de remarquer quelles actions vous conduisent à vous sentir bien physiquement. Quelles actions vous conduisent à la vivacité, à la sensation du plein d'énergie. Et il faut cesser de faire les actions qui ne vous mènent pas à un état de bien-être. Ainsi, on élimine les aliments incorrects qui sont mal digérés et mal assimilés. Et en plus, je ne vous surprendrai pas en disant cela, il doit y avoir au moins une certaine quantité de mouvements physiques dans votre vie. Il faut pratiquer du sport.
Je prône pour l'équilibre entre le spirituel et le corps physique. Je ne sais pas comment vous transmettre cette idée pour qu'elle soit motivante, mais sachez que c'est vraiment très important. Tant que vous ne comprenez pas cela, tant que vous ne l'intégrez pas dans votre vie, il ne peut pas y avoir de magie sérieuse. Il ne peut pas y avoir de manifestation de taille puisque on a besoin d'énergie pour cela. La forme et le fond doivent s'équilibrer, doivent se soutenir mutuellement et doivent être en accord l'un avec l'autre. Il arrive parfois que dès la naissance, notre esprit soit plus fort que notre corps, ou inversement, que le corps soit très fort, mais que la partie spirituelle doit être développée. La proportion initiale peut varier considérablement, mais il est essentiel de chercher l'équilibre, car c'est précisément grâce à l'équilibre que nous pouvons accomplir quelque chose de grandiose. Vous pourrez penser que je suis en train de vous dire des choses banales, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles sont réellement importantes. Quand j'étais encore petite, je n'ai pas pu faire le lien entre la manifestation de mes vœux et mon état de santé. Après avoir analysé plus tard les événements passés, j'ai clairement observé ce lien. Les années où j'ai travaillé sur ma forme physique pour gagner des compétitions de voltige équestre, c'était des années où je pouvais matérialiser les choses assez rapidement. J'ai motivé mes copines pour qu'on se fasse une visualisation tout en commun. Nous avons visualisé que nous trouvons une sacoche remplie de dollars, de roubles et d'or. Effectivement, nous vivions à une époque de crise financière en Russie où il y avait au marché des hommes qui rachetaient des dollars, des bijoux. Et justement, ces hommes-là se baladaient avec ce genre de sacoche, ce genre de banane. Et nous l'avons trouvé, ce sac, cette sacoche. Nous l'avons trouvé exactement à l'endroit où nous l'avons imaginé. Il était de couleur que nous l'avons imaginé et il contenait ce que nous avons imaginé. Il a fallu seulement quelques semaines pour cela. Je vous passe les fois où j'ai gagné au jeu d'hasard parce que je l'ai imaginé un instant avant. Ma mère, d'ailleurs, elle était bouche bée à chaque nouvelle fois. Bref, tout ça pour vous dire que lorsque j'étais en bonne forme physique, il m'a fallu très peu de temps entre la pensée et sa réalisation, en sachant quand même que ça ne s'est pas fait par hasard. J'arrivais à un stand où il y avait des poupées à gagner, je disais je veux celle-ci en pleine conscience d'un enfant, puisque je le voulais réellement, mais je ne savais pas encore ce que c'était la pleine conscience. Et à chaque fois, je gagnais exactement ce que je voulais, parce que j'avais l'intention claire, le focus sur cette intention. J'étais entièrement concentrée sur ce que je voulais. J'avais l'énergie pour que le focus d'attention, pour que ce rayon d'attention soit puissant. Et d'un autre côté, j'avais la légèreté d'un enfant qui ne s'attachait pas à ce qu'il voulait tant. Ma première prise de conscience sur l'impact de la santé sur ma vie spirituelle s'est produite lorsque j'ai voyagé en Inde. Au début, je ne comprenais pas cette connexion. J'allais à Nantes pour la première fois pour faire le panchakarma, une cure de désintoxication ayurvédique assez puissante quand même. Avant de commencer cette cure, il faut passer des examens médicaux car c'est une cure sérieuse. Il est impossible de la commencer sans savoir ce qui se passe dans votre corps et si votre corps peut supporter cette purification. Je suis allée voir le médecin avec qui nous avons examiné ensemble les résultats des analyses. Et c'est là que le médecin m'a demandé si je souffrais de crise d'anxiété. J'ai répondu que oui. Oh que oui, j'en souffrais. Et pourtant,
je me sentais plutôt en bonne santé parce que vous vous habituez à votre norme. Donc, pour moi, c'était la bonne santé à l'époque. En gros, je n'avais aucune douleur physique. C'est ce que j'appelais être en bonne santé. Le médecin m'a dit que mon taux de cholestérol était trop bas et qu'il me fallait manger plus d'œufs de poule et d'œufs de poisson. D'ailleurs, il se demandait comment je faisais pour marcher avec un taux de cholestérol aussi bas. Et devinez quoi? J'ai mangé ce qu'il m'a dit et mes crises d'anxiété ont disparu comme par magie. Mes problèmes psychologiques ont été résolus simplement parce que j'ai nourri mon corps avec ce dont j'avais besoin. Mais je ne parle pas que de problèmes psychologiques, c'est aussi des problèmes spirituels, puisque justement, cette anxiété m'a amené vers des recherches spirituelles. Et en fait, le problème, il était juste physiologique. Je sais que la psychosomatique a une grande influence sur les maladies physiques et aussi sur les guérisons. Et tous les médecins sérieux ont déjà été confrontés à cela lors de leur carrière. Mais l'inverse est également vrai. Toute personne qui effectue sérieusement des pratiques spirituelles a déjà été confrontée au fait que pour résoudre un problème psychologique ou spirituel, pour surmonter une crise spirituelle, il est bon de faire des exercices physiques, de bouger, de pratiquer des asanas de yoga, de manger quelque chose de sain. C'est très important et cela aide réellement. Le lien entre le corps, le psychisme et la spiritualité est bilatéral. Ça va dans les deux sens. Si nous commençons à aller vers l'un de ces extrêmes, en nous concentrant trop sur le corps matériel ou trop sur la spiritualité, l'équilibre ne sera pas atteint. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de choisir entre le monde matériel et le monde spirituel. On recherche l'équilibre. Il n'est pas nécessaire, dans la même logique, de choisir entre l'argent et le bonheur. Bon, je fais une petite digression. Il n'est pas nécessaire de choisir entre le corps et l'esprit. Nous sommes nés sur cette terre dans un corps physique. Et ce fait impose ses joies et ses limites sur nous. Malgré le bagage ésotérique de notre âme, nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans notre corps. Cela signifie que nous sommes obligés de suivre un chemin où nous nous occupons à la fois de notre âme et de notre corps, en accordant la priorité à ceux qui requièrent le plus d'attention aujourd'hui, mais en travaillant de manière systématique sur les deux. C'est pourquoi, très souvent, lorsque vous lisez une histoire sur des sorciers, sur des mages, vous découvrirez que ceux-ci pratiquent souvent un sport sérieux. Les mages couraient beaucoup, les mages tiraient à l'arc, les mages montaient à cheval. Les mages parcouraient beaucoup la forêt où ils cueillaient des herbes médicinales. Parce que tout cela a rempli notre enveloppe matérielle, notre corps physique. Ça le remplit de ressources et de forces. Il n'est pas possible de manifester régulièrement ce que nous voulons uniquement avec la force de notre conscience, uniquement avec la force de notre pensée. On a besoin des deux. Être que très conscient ne suffit pas plus que d'être que très fort. Tout cela doit se soutenir mutuellement et interagir en nous. De la même manière, les 5 éléments interagissent en nous. Nous ne pouvons pas développer seulement l'élément de l'eau et perdre complètement l'élément de feu ou de la terre. Dans l'homme, tous les éléments doivent se combiner harmonieusement. Et pour de nombreuses personnes, s'occuper de leur corps, se coucher à l'heure fixe, se nourrir correctement est ennuyeux. Pour certains,
ça représente une routine inutile. Et pour d'autres, ça représente trop d'efforts. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai déjà recommandé plusieurs fois le protocole Walls. Il existe en réalité beaucoup de protocoles alimentaires, mais celui de Walls est celui que j'ai préféré. Pour en avoir essayé plusieurs, c'est réellement celui que je préfère. Et je vais en parler brièvement maintenant. Dans ce protocole, il y a deux points importants. D'un côté, éliminer les toxines et d'un autre côté, ajouter des nutriments sains. Ces deux points sont aussi importants l'un que l'autre. Éliminer les toxines commence par le sucre, qui est toxique pour tout le monde. Puis, cela dépend de vos caractéristiques individuelles. Peut-être le gluten, les œufs, les pommes de terre, bien sûr toute la malbouffe. Bon, en ce qui concerne McDo, il est évident que c'est de la malbouffe. Mais pour ce qui est de la nourriture préparée chez Picard, ce n'est pas clair pour tout le monde. Pourtant, c'est aussi le cas. Il y a des ingrédients douteux dans ces aliments. Éliminer les aliments toxiques sur le plan énergétique correspond à renoncer aux dépendances, à refuser de se faire du mal, à se protéger d'un environnement néfaste. Ajouter des nutriments sains sur le plan énergétique consiste à oser puiser de la force et de l'énergie de tout ce qui nous entoure, à ne pas renoncer aux ressources que nous pouvons obtenir, à demander de l'aide, à demander du soutien, à accepter aussi d'avoir la chance, puisqu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Pour certaines personnes, il faut tout avoir par soi-même, par ses propres moyens. Lâcher prise, accepter d'avoir de la chance dans la vie. Si vous voulez changer la formulation, dites-vous, j'accepte de mériter cette chance. En d'autres termes, il y a une correspondance entre le niveau dense, matériel, et le niveau subtil. Si vous commencez à vous nourrir correctement, vous verrez à quel point la vie deviendra plus variée et plus abondante. Et quand vous remarquerez cela, rien ne pourra plus vous arrêter. Mais remarquer cela n'est pas si facile. La plupart des gens qui sont dans l'ésotérisme depuis longtemps s'ennuient à s'occuper de leur corps. De même, la plupart des athlètes et des médecins traditionnels se moquent de la psychosomatique, des prières, des mantras, de la spiritualité. La combinaison des deux se produit incroyablement rare. J'espère que vous ajouterez à cette liste. Rappelez-vous tout ce qui est génial et simple. La difficulté de cette compréhension réside dans le fait qu'elle ne peut pas être obtenue en un seul instant, lors d'une seule méditation, par exemple. Non, c'est la régularité qui compte. Nous avons souvent besoin de résultats immédiats. Mais la capacité à obtenir des résultats différés est une compétence importante car elle nous permet d'atteindre nos objectifs à long terme. C'est ce que je voulais vous dire à propos de la ressource qui se trouve dans le corps. Maintenant, je vais vous parler de la ressource qui se trouve dans l'espace. On peut atteindre cette ressource dans l'espace au moins avec un ménage. Il y a des gens qui aiment ranger et d'autres qui n'aiment pas ranger. Mais par contre, tout le monde aime quand c'est propre. Parce que dans un espace propre, l'énergie circule mieux. C'est un fait. Je ne nie absolument pas le fait que l'inspiration puisse naître dans un chaos, dans un désordre créatif, mais vous vous sentirez mieux dans un espace propre. Il existe des personnes qui disent ne touche pas à mon désordre, ça m'aide à générer des idées créatives. En réalité, ces personnes ont des idées créatives indépendamment du désordre, malgré le fait que leur espace est sale. C'est une question d'habitude, encore une fois.
Pour la plupart des gens, les idées créatives viennent plus facilement dans un espace harmonieux et propre. À votre avis, pourquoi tant de grandes entreprises se mettent à créer des espaces harmonieux et propres et sympas pour leurs salariés? C'est exactement pour cette raison. Les gens qui disent ne touchez pas à mon désordre, je préfère travailler dedans, sont des personnes qui ont l'habitude du désordre. Dans ce cas, l'habitude entre en conflit avec le confort. Et malheureusement, très souvent, l'habitude l'emporte. Ne vous laissez pas tromper par cela. Un espace propre, c'est bien. La magie du ménage existe vraiment. Parfois, on manque de ressources ou de force pour le nettoyage. Dans ce cas-là, déléguez ces tâches. Engagez une personne qui vous aidera pour les tâches domestiques. C'est ainsi pour moi. Une personne vient une fois par semaine et cela me permet de vivre constamment dans un espace frais et propre. Une fois, c'est elle qui range et la deuxième fois, c'est moi qui range. Ainsi, j'ai 2 ménages par semaine et je vis constamment dans un espace propre. Votre espace doit également être ergonomique et confortable pour vous. Si vous êtes constamment confronté à un certain inconfort lié à votre espace, cela vous puise une certaine quantité d'énergie. C'est très facile à vérifier. Trouvez quelque chose dans votre espace qui vous dérange, changez-le et observez votre état durant une semaine après ce changement. Vous allez voir, beaucoup de ressources intérieures sont consommées dans la lutte contre quelque chose d'inconfortable dans l'espace. Tous ceux qui ont suivi la formation Réveil savent qu'après l'exercice où je vous demande de jeter un certain nombre de choses inutiles, après avoir nettoyé son espace, tout le monde se sente mieux. Tout le monde sans exception. Si aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens matériels de changer votre cuisine en confortable, ou vous vous cognez toujours la hanche contre un coin, faites quand même quelque chose. Faites un petit réaménagement. Jetez ce qui n'a plus d'utilité. Organisez le contenu des armoires pour que vous n'ayez pas à passer devant ce fameux coin où vous vous cognez la hanche. Rendez votre espace de vie confortable, ergonomique, agréable. Vous serez surpris de voir à quel point l'espace est vivant et réactif. Vous commencerez à faire un petit changement dans le bon sens à un seul endroit et l'énergie commence à se propager en tourbillon à travers tout l'espace. Faites le test. Je pense que vous avez déjà vécu cela. Rappelez-vous lorsque vous commencez à faire un grand nettoyage et que vous ne pouvez plus vous arrêter. Ou lorsque vous commencez à jeter des choses inutiles d'un seul placard et que vous ne pouvez plus vous arrêter et vous nettoyez tous les placards au lieu d'un initialement prévu. C'est parce que l'énergie se met en mouvement d'elle-même. Vous donnez une impulsion et ensuite, c'est un tourbillon qui se nourrit par lui-même. En plus du nettoyage physique, il est nécessaire de nettoyer l'espace énergétiquement. La meilleure façon de le faire, c'est avec du sel ou du feu. D'ailleurs, vous pouvez faire avec les deux. Vous pouvez verser une certaine quantité de sel dans toutes les zones stratégiques de votre appartement. Si c'est la première fois que vous le faites, prenez plus de sel, car la quantité dans ce cas-là est importante. Habituellement, cela se fait dans les 4 coins de la pièce et au centre. Vous pouvez également prendre un bol, y mettre du sel, poser une bougie au milieu et l'allumer. Il faut poser ce bol au milieu de la pièce et laisser la bougie se consumer. Le sel doit être en contact avec l'air. Donc, ne le mettez pas dans un bol fermé ou dans un sachet.
Si vous faites ce type de nettoyage régulièrement, vous pouvez simplement ajouter un peu de sel à l'eau avec laquelle vous nettoyez le sol. Laissez le sel poser au moins une journée. Vous pouvez la laisser plus longtemps, mais maximum 3 jours, car ensuite, on a un effet inverse qui se produit. Après cela, le sel doit être jeté dans les toilettes ou dehors. Si vous nettoyez l'espace avec un bol rempli de sel dans lequel une bougie est placée, vous allez nettoyer l'espace beaucoup plus rapidement. Donc, dans ce cas-là, n'attendez pas 3 jours. Lorsque la bougie se consume, retirez à la fois et la bougie et le sel. Le nettoyage est alors terminé. Le sel nettoie très bien l'espace. Le feu aussi. Vous pouvez parcourir tout l'appartement avec une bougie allumée à la main, avec l'intention de nettoyer votre espace. Je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la porte d'entrée. L'énergie circule dans le sens des aiguilles d'une montre. J'aime particulièrement le faire dans le sens des aiguilles d'une montre et de cette façon, je sens que j'accompagne et je renforce ce tourbillon d'énergie. Certains aiment le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas de règle. Essayez-le dans les deux sens. Regardez comment vous le préférez. L'eau également a un effet purificateur. Vous pouvez prendre un récipient d'eau, lire une prière par-dessus et vaporiser cette eau dans chaque coin de votre pièce, puis nettoyer le sol avec. D'ailleurs, je lis toujours des mantras sur l'eau avec laquelle je pulvérise mes plantes. Ça a un effet incroyable. Faites le test. Vous prenez 2 plantes qui sont positionnées au même endroit, comme ça, ils reçoivent la même quantité de soleil. Mais l'un, vous pulvérisez avec l'eau sur laquelle vous avez lu des prières ou des mantras, et l'autre, vous pulvérisez avec l'eau simple du robinet. L'effet, vous allez le voir dans 3 semaines, même pas. Donc, vous pouvez aussi nettoyer les coins de chaque pièce de votre maison avec cette eau-là, sur laquelle vous avez lu des prières ou des mantras. Il y a en réalité de nombreuses façons de nettoyer son espace. Vous pouvez faire sonner une cloche dans chaque coin de votre appartement, ou un gong ou un tambour. En fait, n'importe quelle méthode de purification d'espace qui vous convient fonctionnera. L'essentiel est de faire avec l'intention de nettoyer votre espace. À tous les niveaux, comme pour le corps, il est important de faire 2 actions. Nettoyer d'un côté et remplir d'un autre côté. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous éliminons les toxines et le nourrissons avec la bonne nourriture. Nettoyez votre espace physiquement et énergétiquement avec de l'eau, du sel, du feu, du son. C'est éliminer les toxines de votre espace. Il y a aussi la deuxième partie où il faut nourrir votre espace de bonnes énergies. Par exemple, dans Vastu, il existe de multiples façons de nourrir l'espace. Par exemple, allumer une bougie dans le secteur est ou sud-est. C'est là que le feu va fonctionner comme un amplificateur de bonnes énergies. Vous pouvez lire des mantras ou des prières aussi. Vous pouvez parler doucement et avec amour avec votre espace. Tout simplement communiquer avec votre espace, ça a un énorme effet. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez parler à vos meubles. Tout cela remplit considérablement l'espace et vous donne l'impression que vos propres murs vous soutiennent. Demandez à votre maison de vous aider. Communiquez avec elle comme si c'était une entité énergétique. Ça l'est. Pour moi, établir une relation avec mon espace se produit assez rapidement, mais pas instantanément. Encore une fois, ayez un peu de patience. De même, lorsque vous prenez un comprimé
L'effet ne se produit pas immédiatement. Lorsque vous commencez à prendre soin de votre santé, l'effet ne se produit pas le lendemain matin. Donnez-vous du temps. Soyez patient. Par ailleurs, en parlant du corps, je voudrais aussi dire que quelques pratiques respiratoires ont un très bon effet sur le corps physique, sur vos émotions, sur les énergies et sur les corps plus subtils. Il est donc essentiel d'intégrer des pratiques respiratoires régulières dans votre emploi du temps quotidien. Les pratiques respiratoires peuvent également être axées sur la purification. Dans ce cas, ce seront des techniques de respiration qui relaxent. La méthode la plus simple consiste à inspirer profondément avec le ventre, donc la respiration abdominale, à retenir votre souffle à la fin de l'inspiration et à expirer lentement avec soulagement. La respiration ressourçante se produit lorsque vous respirez le long d'un circuit énergétique spécifique. Je m'explique. Par exemple, vous respirez dans le dantian intérieur, c'est-à-dire que vous concentrez votre attention précisément sur un seul point. Lorsque, par exemple, vous vous concentrez sur le dantian intérieur, grâce à votre attention, vous remplissez cet endroit d'énergie. Vous observez comment l'air remplit cette zone de votre corps et c'est ainsi que la respiration ressourçante se produit. Ou lorsque vous respirez simplement, comme si vous inspirez quelque chose de délicieux. Par exemple, l'air estival après la pluie, l'air marin ou l'air de la montagne. Bien sûr, si vous allez à la montagne et vous y respirez cet air, c'est parfait. Mais vous pouvez également le visualiser. L'effet de revitalisation sera également présent lorsque vous le visualisez. C'est assez incroyable. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne. Imaginez que vous n'inspirez pas simplement de l'air, mais qu'un bouquet de lilas est tenu sous votre nez et que vous respirez son parfum. Habituellement, lorsque nous sentons quelque chose de plaisant, notre inspiration est plus longue que notre expiration, car nous voulons inhaler ce merveilleux parfum encore et encore. Lorsque notre inspiration est plus longue que notre expiration, il s'agit là d'une respiration énergisante, d'une respiration stimulante. Je vous rappelle que l'habitude de respirer doit être créée dans des circonstances calmes. Il est difficile de commencer à respirer, de penser à respirer dans une situation stressante si auparavant nous n'avons pas pris l'habitude de respirer dans des situations de vie de tous les jours, dans des situations calmes. Donc, l'habitude se crée dans des situations de calme, dans des situations plutôt banales. Ça, c'est le deuxième niveau. Et ensuite, l'habitude vous aidera dans des situations stressantes. C'est le troisième niveau. Mais pour avoir le résultat dans une situation stressante, il faut passer par 2 niveaux précédents. Ensuite, nous avons le niveau des émotions. À ce niveau-là, la pratique de la gratitude est l'une des plus puissantes. Il y a également le niveau de la conscience et de la pensée. Cela concerne le travail avec les croyances limitantes, les mots que nous prononçons. Nous avons déjà commencé à faire ce travail. Et aussi le travail pour éliminer le sentiment de culpabilité. Parce que si nous avons de l'énergie et que nous l'investissons systématiquement quelque part où elle ne devrait pas être, c'est une très mauvaise idée. C'est pour cette raison que j'ai commencé ce cursus par la session sur l'importance de votre parole. Dans la première session, on n'avait pas encore les minéraux puissants dans le retransmetteur. Là,
avec tout ce qu'on a déjà réalisé durant ces 3 semaines, on acquiert de l'énergie. Mais nous étions déjà avertis dès le début, dès la première session, que il est primordial d'être conscient de l'endroit où nous envoyons notre énergie. Le niveau mental est très important. Il est aussi important que tout le reste en réalité. En ce qui concerne les pensées, le détox se fait très bien par la relaxation physique, mais aussi par une explication logique à soi-même que cela n'est pas vrai, qu'il n'est pas la peine de se culpabiliser, que ce n'est pas de votre faute, que les âmes de votre entourage ont donné leur accord sans que votre mental en soit au courant. Les âmes de votre entourage, de votre famille, ont donné leur accord pour que vous venez sur cette terre, pour que vous vous incarnez dans ce corps. Donc, ce n'est pas de votre faute. Arrêtez de vous culpabiliser, c'est réellement mauvais. Alors, arrêtez de vous culpabiliser. Vous êtes là pour travailler sur votre karma et tout le monde qui vous entoure sont d'accord et étaient d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas de votre faute. Cessez de vous culpabiliser. Parlez à vous-même. Essayez de comprendre pourquoi vous avez telle ou telle pensée en tête. Qui vous l'a mise en tête et à quel moment, dans quelles circonstances. À cette étape-là, il est primordial de ne pas avoir de pensée destructrice en tête. Ensuite vient le remplissage. Comme partout, il y a d'abord le détox et ensuite le remplissage. Au niveau de la pensée, il peut se faire par des affirmations ou par des prières. À tous les niveaux de notre être, il est nécessaire d'abord d'éliminer les toxines et de se remplir de ce qui est utile et bénéfique pour nous par la suite. Il est préférable de le faire à tous les niveaux. Pensée, émotion, corps, énergie. Il y a aussi le niveau de l'environnement qui concerne les personnes avec lesquelles vous entrez en contact, qui concerne votre entourage. Je vous propose de parler de notre entourage maintenant. Et malgré tout l'amour que nous portons aux gens, il faut reconnaître qu'il y a des personnes plus toxiques que d'autres. Imaginez 2 personnes, l'une dans un état d'esprit négatif et l'autre dans un état d'esprit positif. À votre avis, lequel de ces états l'emportera? La réponse logique serait l'état le plus fort. Mais je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Je pense que l'emportera l'état qui est le plus constant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si vous avez une forte euphorie concernant tel ou tel événement, mais habituellement vous êtes quelqu'un de négatif, votre bonheur passager sera très instable et vice-versa. Parfois, nous ressentons une certaine stabilité à l'intérieur de soi, une stabilité suffisante pour transmettre notre état d'esprit positif, notre attitude positive envers son entourage, pour remonter le moral à une amie ou pour remettre dans le droit chemin un collègue triste. Dans ce cas-là, soit nous sommes très stables, soit les gens ne résistent pas beaucoup. Mais parfois, il faut s'évacuer physiquement pour que l'état d'esprit négatif des personnes qui nous entourent ne se propage pas sur nous. Car nous comprenons honnêtement que notre état d'esprit positif n'est pas stable et peut être perturbé. L'honnêteté est très importante dans de telles situations. Lorsque vous réalisez que votre état d'esprit positif n'est pas stable, éloignez-vous des personnes qui sont dans un état d'esprit négatif. C'est une réaction d'autodéfense tout à fait normale. Donc,
Si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous mettent mal à l'aise, si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous font ressentir de la culpabilité, qui vous font perdre votre confiance en vous, qui vous critiquent de manière excessive ou même qui vous critiquent tout court, prenez vos distances avec ces personnes. Imaginez que vous êtes au régime et votre collègue vous tend un gâteau alors qu'il sait très bien que vous êtes au régime. Pourquoi il le fait? Ce n'est pas clair. Mais si vous sentez que votre décision de suivre un régime ou d'arrêter de fumer n'est pas stable, éloignez-vous de cette personne. Vous n'avez pas besoin d'être tenté tant que vous n'êtes pas stable dans votre décision. Vous avez déjà sûrement observé une situation quand une personne a arrêté de fumer et ses amis lui proposent une cigarette. Pensez-vous qu'il s'agit d'un entourage sain? Dans certains cas, il suffira d'expliquer à la personne que ce sont là vos limites personnelles et que vos décisions doivent être respectées. Et dans d'autres cas, il faudra faire preuve de courage et s'éloigner des personnes qui ne nous font pas du bien. Réduisez le temps passé en compagnie de ces personnes jusqu'à ce que vous soyez ferme dans votre décision. Jusqu'à ce que votre humeur soit constamment en harmonie, soit constamment en ressource. Si vous êtes au régime et que chaque fois que vous rendez visite à votre mère, elle vous offre des gâteaux, il est normal de ne plus aller chez elle pendant un certain temps. Soit jusqu'à ce qu'elle apprenne cette leçon, la leçon de respect envers vos décisions, soit jusqu'à ce que vous soyez suffisamment fort pour que les gâteaux de votre mère ne vous dérangent plus du tout. Et là, je parle d'une décision de faire un régime, de décision d'arrêter de fumer. Mais la décision d'être de bonne humeur, c'est pareil. La décision de ne pas entendre des ragots, de ne pas entendre des mots désagréables, de ne pas être déstabilisé par des blagues qui ne vous plaisent pas. C'est pareil que la décision d'arrêter de fumer. Il en va de même lorsque nous abandonnons une mauvaise habitude. Nous devons nous éloigner de l'environnement qui est associé. Lorsque nous voulons acquérir une bonne habitude, nous devons nous tourner vers les personnes qui l'ont déjà. Cela s'applique à tout, car l'être humain est un être social. Même de nombreux processus hormonaux sont très liés à notre interaction avec les autres. Ce n'est pas seulement une histoire psychologique, mais aussi physiologique. L'influence de l'environnement sur nous existe. Il y a des études à ce sujet. Par exemple, Nicolas Christakis en parle beaucoup. Il a mené une étude qui a relevé que si les amis de mes amis sur Facebook commencent à prendre du poids, tôt ou tard, nous commencerons également à prendre du poids. Il en va de même pour les tendances positives. Les mouvements sociaux sont très contagieux. Alors, choisissez en pleine conscience avec quel groupe de personnes être en contact. Imaginez que dans votre groupe d'amis ou dans votre entreprise, une personne commence à courir des marathons. Tout le monde la regarde étrangement. Puis, du jour au lendemain, un deuxième ami ou collègue commence à courir également. Puis un troisième. Et ensuite, les personnes restantes qui ne courent pas encore le marathon se sentent mal à l'aise de ne pas courir. Là, c'est un peu caricaturé. Mais ce que fait notre entourage, d'une manière ou d'une autre, se retrouvera dans notre esprit. C'est un processus normal. Gardez cela en tête. Le secret, c'est que nous choisissons les personnes dans notre entourage.
Nous créons notre propre environnement. Nous ne pouvons pas partir vivre dans la forêt en solitaire, mais nous pouvons filtrer notre entourage. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons nus dans la forêt seuls, nous ne survivrons pas. Nous sommes des êtres sociaux. Nous devons choisir les personnes qui font partie de notre entourage et qui nous apportent une sensation de ressources, une impression de disposer de l'énergie, des capacités et du soutien. Et ne choisissez pas les personnes qui partagent leur négativité avec vous. Posez-vous la question, quelles personnes me rendent meilleure? Quelles personnes m'aident à devenir plus conscient, m'aident à atteindre mon bien-être physique, mental, émotionnel? Quelles personnes m'aident à ressentir plus de satisfaction? Qui sont ces personnes qui me rendent meilleure à tous les niveaux? Il est important d'interagir avec les personnes qui nous font du bien. Mais il y a aussi des personnes qui nous rendent malheureux, qui nous rendent physiquement faibles, avec qui on a envie de fumer, de boire, avec qui on s'énerve facilement. En réalité, on a tous des amis avec qui nous avons l'habitude de boire un verre les vendredis soirs. Il peut s'agir des personnes que nous aimons beaucoup, mais le processus de boire de l'alcool n'est pas vraiment positif pour nous. Il y a aussi des amis avec qui vous allez vous promener, avec qui vous allez à la plage, en forêt ensemble, vous allez à des formations, à des masterclass, à des expositions. Le lendemain matin, après avoir passé du temps avec un groupe d'amis, vous ressentirez clairement si ces personnes ont une bonne ou mauvaise influence sur vous. S'il s'agit d'un événement rare, ce n'est pas grave. Mais s'il s'agit d'un processus régulier, vous devez prendre conscience de cette tendance. Vous pouvez soit parler à vos amis et leur dire, et si nous prenions un jus de fruits ce soir au lieu de prendre un verre d'alcool? Et si alors tout le monde prenne du jus, tout va bien. Dans le cas contraire, vous réalisez que si vous continuez à fréquenter ces personnes, vous vous retrouverez dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous est pas bénéfique. Apparemment, ces personnes ne semblent pas assez apprécier votre compagnie pour diversifier les endroits de sortie ou pour prendre du jus au lieu d'alcool. Cette histoire de verre d'alcool n'est qu'un exemple. En réalité, il existe de nombreuses situations où il est primordial, où il est très important d'évaluer la tendance, de se poser les questions si ces gens vous font du bien ou du mal. Analysez votre état après avoir passé du temps et après avoir communiqué avec telle ou telle personne. Est-ce bénéfique pour vous de passer du temps avec elle? Est-ce bénéfique pour vous de penser à cette personne, d'avoir des échanges par message avec elle? Analysez tous ces facteurs. Faites un détox là aussi et débarrassez-vous des relations néfastes. En ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire qu'après avoir fait le nettoyage, il faut se remplir. Commencez à sélectionner des personnes qui vous intéressent, qui sont utiles pour vous, qui sont gentilles, qui se trouvent dans des états que nous souhaitons nous-mêmes atteindre ou qui ont l'expérience que nous aimerons acquérir. J'ai déjà observé plusieurs fois de quelle façon mes copines qui sont prêtes à avoir des enfants se font de nouveaux amis qui ont récemment eu un bébé. Et franchement, dans mon entourage, c'est devenu une règle. Si vous voulez apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, commencez à fréquenter des personnes qui l'ont déjà. Et franchement, dans mon entourage, c'est une règle. C'est très drôle puisque
Dès qu'une copine nous parle d'une nouvelle rencontre qui a récemment accouché, on sait qu'elle va tomber enceinte prochainement. Si vous voulez apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, commencez à fréquenter des personnes qui l'ont déjà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'exercice de cette semaine sera le suivant. D'abord, réfléchir à 2 points. Premièrement, si quelque chose pendant cette session a suscité en vous une forte réaction positive, si vous aviez vraiment envie de vous y impliquer tout de suite, si vous étiez d'accord avec mes mots, remarquez ce point et allez le faire. Deuxièmement, si quelque chose pendant cette session vous a causé de la somnolence ou a provoqué en vous une forte réaction négative, notez-le également. Pendant que je parlais, vous vouliez peut-être juste étendre la vidéo ou bien vous n'entendiez plus qu'une chose, c'est que je change de sujet, que je commence à parler d'autre chose. Allez faire cela aussi, parce qu'il s'agit là d'une protestation intérieure. Faites attention aux deux de ces points. Les deux réactions, pourtant opposées, vous montrent ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et au cours de la semaine à venir, traitez les deux sujets qui provoquent la protestation et ceux qui suscitent le désir. Au cours de la semaine à venir, traitez les deux sujets. Le sujet qui provoque la protestation et le sujet qui suscite le désir. Sur le plan énergétique, pendant que je vous parlais de chaque moyen de vous mettre dans un état de ressources, nous nous sommes structurés. Et ceux d'entre vous qui ont traversé ce processus facilement peuvent maintenant remarquer à quel point vous êtes devenus structurés, que tout est devenu clair et qu'il vous est plus simple de vous concentrer sur telle ou telle chose. Si vous ne vous sentez pas maintenant concentré et structuré, c'est qu'il y a une protestation à l'intérieur de vous à un certain niveau. Et il faut travailler avec celle-ci. Réécoutez alors cette vidéo et observez le point avec lequel vous êtes le plus en désaccord, qui vous énerve le plus, qui vous semble être le plus banal au point de vous énerver, ou peut-être le point qui vous endort le plus. Ça serait le point sur lequel je vous invite à travailler cette semaine. Donc, votre exercice de la semaine est d'identifier le niveau auquel cette harmonisation vous sera la plus bénéfique. Il peut y avoir 2 niveaux. Un pour lequel il y a le plus de protestation intérieure et le deuxième pour lequel il y a le plus de désir d'envie intérieure. Une fois que vous avez identifié ce ou ces niveaux, il faut les travailler en introduisant 3 routines utiles dans votre quotidien au cours de la semaine, à faire tous les jours. Vous pouvez effectuer les 3 routines pour harmoniser un seul niveau, par exemple celui du corps physique, en faisant la gymnastique tous les matins, en se couchant avant 23 heures du soir ou en incluant des herbes vertes fraîches, anettes, ciboulette, persil, coriandre, dans tous vos repas. Ou alors, vous pouvez créer vos 3 routines pour harmoniser les niveaux différents. Par exemple, 2 routines pour harmoniser le niveau physique et une routine pour harmoniser le niveau de votre entourage. Ou bien une 3e routine pour harmoniser le niveau de votre espace. Je vous invite à partager vos routines dans les commentaires à la première session. Cela peut être quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais essayé auparavant ou quelque chose que vous avez déjà essayé et que vous avez simplement arrêté de faire. Je vous ai déjà donné pas mal de routines lorsque nous avons parlé de chacun des niveaux. Allez-y,
Soyez déjà le créateur de votre état de ressources. Je vous embrasse tous. À samedi prochain.